Bonjour, bonjour, très content de vous retrouver, chers amis. Merci pour votre fidélité. Merci aussi pour les partages. Merci pour les pouces levés aussi qui permettent plus de visibilité à la radio. Vos commentaires aussi qui me font très plaisir et auxquels je réponds systématiquement. J'aimerais revenir sur la manifestation de ce week-end qui a eu lieu à Paris pour dénoncer la pédophilie. La pédophilie est curieusement ou heureusement fait du hasard. Cette manifestation a eu lieu en face de l'Opéra Garnier à Paris, à l'Opéra de Paris. Opéra de Paris qui, dans son histoire, effectivement, est un haut lieu de la pédophilie, puisqu'au XIXe siècle, ça a été écrit, ça a été dit, les vieux messieurs pervers, souvent des messieurs très très bien, avec des chapeaux haute forme et des redingotes, des messieurs qui avaient leurs entrées un peu partout à la Bourse de Paris, de vieux pervers, de vieux sadiques, qui avaient aussi certainement la Légion d'honneur, eh bien, devenaient les sponsors de ces petites filles qui venaient souvent des quartiers les plus pauvres et leur payaient tout ce qu'il fallait. Et en échange, effectivement, ces gens profitaient de ces gamines. Et l'échange était sexuel entre ces vieux messieurs et ces gamines qui avaient entre 12 et 15 ans. Pédophilie crasse à ce lieu-là. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que cette manifestation s'est déroulée là. Curieusement, il y a eu un incident. Jacques Lang, qui est quand même pas un défenseur de la pédophilie, s'est trouvé sur les lieux. Alors, il a été reconnu, il aurait été bousculé, etc., etc. Alors, c'est très curieux de trouver un type qui est quand même soupçonné d'être quand même un ponte de la pédophilie. Ses voyages à la Mamounia, au Maroc, Marrakech, ont témoigné effectivement de dérives très très grave et des soupçons très lourds pèsent sur lui et sa clique avec laquelle il transformait parfois certaines de ses escapades au Maroc en une espèce de Sodome et Gomorrhe. J'ai nommé Pierre Berger et Yves Saint-Laurent qui sont réputés et connus pour une forme de pédophilie constante. Alors, Jacques Lang qui se trouve là, alors est-ce qu'il voulait faire repentance? Est-ce qu'il voulait peut-être aussi, était-il en chasse? Était-il peut-être en période de drague? Alors je ne voudrais pas plaisanter avec un sujet aussi grave que la pédophilie, mais bon, voir quand même un adepte quand même soupçonné de beaucoup de choses, revenir sur des lieux pareils, en face de l'Opéra de Paris, où les pédophiles de l'époque, il y en a encore aujourd'hui, se sont largement lâchés et ont bien profité de ces gamines. D'ailleurs, Edgar Degas, qui passait le peintre officiel de l'Opéra de Paris, qui a passé sa vie dans les coins et les recoins de l'Opéra de Paris à peindre ces petites filles dans toutes les postures, eh bien a aussi fait une sculpture d'une petite fille qui s'appelait Marie, qui était une petite fille de parents belges, très très pauvre, et dont d'ailleurs la mère se prostituait pour payer les cours de sa petite fille Marie. Et Edgar Degas a fait cette espèce de sculpture d'1 mètre de haut. Et sur cette sculpture, il a peut-être mis un petit peu tout ce qu'il réprouvait chez ces notables, ce 440 de l'époque qui profitait des gamines, puisque cette gamine, qui s'appelle Marie, est très laide et elle a une espèce d'air vicieux. Et il semblerait que l'air vicieux de cette petite sculpture, eh bien, ce soit une espèce de miroir des ordures et des pédophiles qui s'étaient remis sur son visage. Quelque part, Degas voulait dénoncer tous ces pédophile à travers cette petite enfant qui elle-même reproduira l'exemple social de sa maman, puisqu'elle a existé, cette petite fille qui a permis qui a posé pour Degas, elle deviendra aussi, hélas, prostituée par la suite. Enfin, la pédophilie, la prostitution, tout ça se touche un peu. Donc il y a eu cette manifestation à Paris importante, et vous avez entendu l'agression dont aurait été victime, j'ai envie de dire, Monsieur Lang, président de l'Institut du monde arabe, Monsieur Bling Bling, Monsieur Fête de la musique, enfin Monsieur un peu partout qui est là et qui curieusement s'est retrouvé à cette manif contre la pédophilie. Mais pourquoi pas, chers amis? Dans un autre ordre d'idées, mais on est toujours effectivement dans ce week-end, on a vu le président Macron et qui est venu présenter encore ce week-end au cours du sommet sur l'intelligence artificielle, un sommet qui n'a pas atteint des sommets d'intelligence puisque Macron est venu et démontrer aussi la richesse de cette intelligence artificielle à la française, et il n'a trouvé rien de mieux que de nous proposer des dingueries, une espèce de transformisme où, comme un gamin immature, il s'est un peu transformé
en plein de situations. On l'a vu dans une espèce de cuistot à la Philippe Etchebest. On l'a vu aussi dans une danseuse orientale, en train de remuer du ventre. On l'a vu dans une espèce aussi de fiction de Christina Cordula, montrer comment se vêtir aux Français, aux Françaises. C'est tout juste, on l'a pas vu en Maïté. Il se prête à toutes les dingueries pour exister. On se demande encore une fois si la santé mentale est en rendez-vous avec le président Macron. Alors peut-être fait-il ça au moment où il est peut-être un petit peu désarçonné, au moment où on ne cherche pas le sexe des anges, mais Candace Owens, l'américaine, cherche à savoir quel est le sexe de Madame qui est à l'Élysée. Peut-être que tout ça perturbe le président et peut-être ceci expliquerait cela pour masquer un petit peu le tumulte, le tourbillon de la question autour du sexe de son épouse. Peut-être cherche-t-il à faire diversion, allez savoir. Intelligence artificielle ou pas la française, ceci ne va pas arranger les affaires des Français. Alors fin de mois, la précarité qui est un peu partout, mais on cherche toujours effectivement à faire diversion. Et celui qui est dans le rôle d'un meneur de revue, c'est le monsieur Retailleau, qui est sur tous les fronts, évidemment surtout sur le front du Front National, en essayant de faire diversion aussi à sa façon. C'est devenu la seule ruse finalement du gouvernement pour essayer d'endormir, d'amuser les Français, de les détourner sur les choses réelles. Meneur de revue, donc Retailleau, un petit peu comme Lynn Renault était une meneuse de revue lorsqu'elle descendait les escaliers du Casino de Paris. J'avoue que Lynn Renault était beaucoup plus sexy que monsieur Retailleau. Bref, il était encore en spectacle, j'ai envie de dire, là récemment, sur LCI avec la jeune Lilia Bouziane, qui est une jeune avocate de 25 ans qui porte le voile. Et alors, sans qu'il n'y ait de scandale au niveau du voile, eh bien, ça a été un débat là-dessus. Monsieur Retailleau a voulu revenir là-dessus. C'est vrai qu'en attendant, on ne parle pas de l'Algérie. Au passage, je remercie beaucoup Ségolène Royal, et comme beaucoup de monde d'ailleurs, d'avoir défendu l'Algérie devant des impétrants, des défenseurs de la haine de l'Algérie sur les plateaux télé. Ségolène Royal s'est montrée largement à la hauteur pour défendre tout ça et leur dire, écoutez, vous vous inquiétez beaucoup sur tas de choses. On aurait bien voulu vous entendre, cher monsieur, défenseur des libertés, à ces journaleux, à ces chiens de garde, leur dire qu'on ne vous a pas beaucoup entendu lorsque 15 gilets jaunes avaient été assassinés et d'autres mutilés. Donc, M. Retailleau faisait le travail sur tous les fronts face à Liliane Bouzid, et j'avoue que, bien qu'il soit ministre des cultes, M. Retailleau, il semblerait que la jeune Lilia Bouziane, s'il fallait mettre des points, l'a largement emporté, semblant donner d'ailleurs des cours de droit, presque, normal, elle est avocate, et des cours de laïcité à M. Retailleau. C'est vrai qu'il a été très courtois, pas très très dur, mais je me demandais vraiment qu'est-ce que ce débat sur le voile venait encore faire ici, à savoir, fallait-il laisser les femmes porter le voile à la faculté. On sent que cette volonté d'interdire les femmes d'aller vers le savoir en les attaquant sur le voile est une façon d'éviter qu'il y ait une espèce de génération d'intellectuels d'origine maghrébine, d'origine musulmane, d'accéder à des postes de responsabilité et de les laisser toujours en deçà de certaines responsabilités. Enfin, je pense. Bref, Lila Bouziane a largement défendu ces positions, qui sont des positions uniquement religieuses, sans faire de prosélytisme, et je me demande l'intérêt de ce débat, si ce n'est d'avoir mis en avant les arguments intelligents, subtils de Lila Bouziane et les positions très, très inconfortables de M. Retailleau, qui, je vous le rappelle, est sur tous les fronts. Récemment, il était sur l'Algérie, plus avant sur les drogues et sur l'insécurité qui existe, bien évidemment, et qui est prioritaire, il me semble, que le problème, entre parenthèses, du voile. Alors je continue, le spectacle se poursuit, ça me fait penser à un livre extraordinaire qui s'appelle La Société du spectacle, de je ne sais plus qui, mais je vais y revenir. Eh bien, la Société du spectacle se poursuit puisqu'apparemment nos politiques n'ont plus accès à la politique réelle, puisque tout se décide par Madame Ursula von der Leyen et la communauté européenne, donc il faut bien trouver des arguments pour amuser la galerie. Et puis M. Retailleau se débrouille pas mal, pas pire que Darmanin, mais moins pire
que Sarkozy quand même qui a occupé le même siège à la place Beauvau. Justement, alors M. Retailleau essaie d'aller aussi sur des thèmes un peu glissants. D'ailleurs, il est récupéré par une certaine Sarah Knafo. Knafo qui est peut-être la moitié, la maîtresse ou l'épouse, et on s'en fout, d'Éric Zemmour qui, elle, va sur un autre flanc d'immigration ou de la religion. Elle s'attaque, Sarah Knafo, à la viande halal. Oubliant que la viande halal et la viande cachère, c'est presque la même chose, mais elle n'ose pas aller sur le thème de la viande cachère, mais plutôt sur la viande halal. Elle cherche aussi un angle d'attaque au moment où Zemmour est un peu en perte de vitesse. Elle essaie de surseoir, effectivement, à son petit bonhomme en mousse, comme dirait l'autre, qui tourne en rond. Elle essaie de venir sur les terrains. Et j'avoue qu'en matière d'arguments et de débats, elle n'est pas terrible. Elle essaie de jouer un petit peu sur son physique, sur le charme qu'elle pourrait susciter à l'opinion. Charme empoisonné, si j'ose dire, puisqu'elle ajoute à son charme aussi le poison du racisme, entre parenthèses, ou de l'islamophobie, toujours entre parenthèses. Autre débat qui risque de revenir très bientôt, on le sent venir puisque Bayrou ne tient que sur une patte, un petit peu comme certains oiseaux sur une seule patte, et il suffirait de pas grand chose pour qu'il tombe. Monsieur Bayrou, il tente à revenir après son thème sur la subversion migratoire. On ne sait pas, ils vont chercher tout ça, ils sont formidables, vraiment des scénaristes pareils, Hollywood nous les enverrait. D'ailleurs, envoyons-les à Hollywood, si on nous ferait des vacances, tout ça. Donc, sur le thème de l'instrumentalisation de l'identité nationale, ça revient sur le plateau. Souvenez-vous qu'en 2009, Sarkozy a essayé, effectivement, pour amuser la galerie, de nous tourner là-dessus. De nous amuser là-dessus avec un certain Éric Besson qui avait d'ailleurs trahi le PS, qui avait retourné sa veste et qui avait trahi Ségolène Royal à l'époque. Ségolène Royal, dont je vous rappelle, qui a défendu brillamment le débat contre l'Algérie en disant il y a peut-être autre chose, arrêtez de prendre les enfants pour des canards boiteux, il y a peut-être des priorités. Laissez un peu l'Algérie tranquille, parlons d'autre chose. L'Algérie a droit de travailler sur sa mémoire et de ne pas l'oublier, de mettre en avant tout ce qu'elle a subi depuis 1830. C'est pas un crime, d'autres le font. Pourquoi l'Algérie serait gênante à réclamer aussi une espèce d'explication, pas forcément des excuses, mais une espèce de véritable débat sur les crimes commis par le colonialisme. Alors on sent quand même que ça remonte, les mauvaises odeurs comme ça, du débat sur l'identité nationale qu'avait tenté Sarkozy en 2009 en envoyant son tirailleur d'Éric Besson, qui menait la danse macabre, scélérate, indigne, comme dit Francis Massès-Caron, le journaliste qui avait taxé ce débat sur l'identité nationale de véritable débat indigne et raciste. D'ailleurs, au même moment, à l'époque, un certain Stéphane Guillon, humoriste, avait fait un sketch autour d'Éric Besson en parlant de son regard fuyant ou de son menton de fouigne. On avait incité sur une espèce de racisme ou d'antisémitisme de Stéphane Guillon, et il a été renvoyé de France Inter, tout comme l'est récemment l'humoriste Marouane Belazar, qui, ayant fait un sketch dont le contenu n'est pas remis en question. On remet en question aussi sa tenue vestimentaire. C'est pas le voile en ce qui concerne Marouane Belazar, c'est tout simplement sa barbichette et son bonnet en laine. Ça fait intégriste, ça fait dangereux. Et celle qui s'est chargée du sale boulot, eh bien, c'est quelqu'un au-dessus de tout soupçon. C'est quelqu'un qui est transparente, qui n'est pas connu des services de police ni de la justice, qui n'a aucune casserole à elle, simplement une immense quincaillerie. C'est Rachida Dati qui s'est chargé de dire ce mec-là ne sera plus sur le service public, on le vire. C'est pas de la censure, c'est une espèce de diodonisation de l'humour. Il faut marcher droit, il faut parler pipi caca. On met dehors Guillaume Meurice, Jamil Le Schlag, très courageux, qui aussi dénonce comme Guillaume Meurice le génocidaire israélien. C'est aussi dehors, en fait, systématiquement, on montre quelle voie il faut tenir, quel est le sens de la liberté d'expression. D'ailleurs, à son époque aussi, comment s'appelle-t-il cet immense Desproges, Pierre Desproges avait été un peu montré du doigt aussi lorsqu'il avait remis un peu en question, taquiné un petit peu le pédophile présumé ou relatif qui était Cohn-Bendit à l'époque. Il faut faire peut-être comme Jean-Marie Bigard, parler uniquement de cacaboudin, de pipi, pour rester à l'antenne. Bien que, souvenez-vous, Jean-Marie Bigard, lorsqu'il avait soupçonné les attentats du 11 septembre d'être peut-être un complot américain, et il s'était posé la question, comment se fait-il que le troisième bâtiment qui stockait les archives de la CIA s'effondre sans qu'une
qu'aucune mouche l'ait touché. Où est le troisième avion? Eh bien, Jean-Marie Bigard a été aussi mis en quarantaine et quasiment ratonné médiatiquement avant de faire amende honorable et de revenir dans le giron de la bien-pensance humoristique. Il me semblerait, chers amis, pour conclure, que faire diversion, amuser la galerie, amuser le peuple, c'est ce qui a toujours été fait en fait depuis la nuit des temps avec des politiques quasiment incapables de gérer réellement un pays de façon à hauteur humaine. Il faut les amuser. César avait compris donner du pain et du sang au peuple pour l'amuser. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. On fait diversion. Marouane Belazar a fait les frais encore une fois d'une discussion où on tourne une tenue vestimentaire qui serait donc celle d'un islamiste alors que Marouane Belazar est qu'humoriste. On envoie une maghrébine faire le sale boulot. On remet le voile sur la question et les questions essentielles, par exemple comme la pédophilie et les hautes personnalités qui traînent autour, ça on ne les remet pas en question. Le débat était très très vite évincé ce week-end et on amuse un peu la galerie, etc. Alors, ça va encore durer longtemps, je ne sais pas, chers amis. Je sais que la vidéo se termine maintenant en tous les cas. Je vous remercie infiniment. Merci pour les commentaires, merci de partager surtout, merci pour les pouces en l'air et je reviendrai pour d'autres thèmes très bientôt. Merci infiniment.